Vous l'ignorez peut-être, mais la suite de Nier Replicant et de Nier Automata a existé. Et je dis bien a existé puisque nous parlons d'un titre qui a récemment disparu après environ 3 ans de vie sur le marché du jeu mobile. C'était ce qu'on appelle un gacha, comprenez par là un jeu gratuit avec une mécanique de loterie payante permettant de débloquer des unités et des équipements qui nous permettent de gagner en puissance. Quelque chose que j'ai tendance à éviter depuis maintenant plusieurs années, et d'ailleurs je pense que je suis pas le seul. Ce troisième Nier n'avait pas forcément une très bonne réputation en comparaison de Replicant et de Automata, ce qui fait qu'une grande partie des gens qui adorent la licence ne s'y sont jamais trop intéressés, et j'imagine que si vous êtes ici, c'est sans doute un petit peu votre cas. Sauf que voilà, pour ces derniers mois de vie, Square Enix a décidé d'ouvrir les vannes en émancipant le jeu de toute composante payante. Boutique fermée, ressources données quotidiennement en quantité très généreuse pour pouvoir profiter de toute l'histoire du jeu librement sans se soucier de la partie progression des personnages, et donc c'est là en fait que j'ai décidé de m'y intéresser pour de bon, sans trop savoir à quoi m'attendre, et autant vous le dire tout de suite, j'ai juste halluciné en fait. Je pensais juste prendre une petite dose de l'univers Nier en attendant le prochain, et en fait je suis tombé sur un truc absolument massif en termes de scénario qui est la vraie suite de Nier Automata et du remaster de Nier Replicant. Et oui, je vous jure, la précision est importante. Et je le redis, on parle d'un jeu éphémère qui aujourd'hui n'est plus. Et j'aurai l'occasion d'insister là-dessus en conclusion parce que je trouve ça juste trop nul que tout ce pan absolument essentiel de la compréhension de l'univers de Nier ne vous soit aujourd'hui plus accessible. Ce que j'ai donc décidé au fil de ma découverte du jeu, c'est d'enregistrer mes sessions. Tout simplement, j'ai pris des notes, j'ai fait des recherches, j'ai beaucoup réfléchi à la manière dont je pouvais vous retranscrire un maximum de tout ça de manière intelligible, et donc c'est là que nous nous retrouvons aujourd'hui. Voici le fruit de tout ce travail. Bienvenue à vous dans ce nouveau Vue Subjective qui sort un petit peu du cadre, mais qui va vous résumer et tenter d'analyser ce fameux Nier Réincarnation. Allez, bonne découverte à vous. Nier Réincarnation est un titre qui se découpe en 3 actes. Le premier nous fait découvrir celle qu'on nous présente comme la fille de la lumière, une enfant muette et amnésique qui se réveille dans un lieu mystérieux qui nous sera introduit par le tout premier personnage que l'on rencontre, Mama. Sous ses airs de petit fantôme attachant, Mama nous explique que notre héroïne est enfermée dans une sorte de méga-structure appelée la cage. Difficile de cerner ce qu'elle est réellement pour le moment, on nous fait comprendre qu'il s'agit d'une sorte de donjon infini fait d'une quantité innombrable de tours, et donc ce que la fille de la lumière va devoir faire, c'est explorer cette cage pour y restaurer des souvenirs, jusqu'au moment où elle pourra retrouver ceux qui lui appartiennent. On va faire un tout petit point concernant la structure du jeu. En gros, dans l'histoire principale de Nier Réincarnation, ce que l'on fait, c'est se déplacer dans la cage pour trouver des épouvantails. Ce sont des sortes de statues chacune associées à une arme, et à chaque arme correspond une mémoire corrompue par des oiseaux sombres qui, dès qu'on les rencontre, déclenchent une sorte de combat en simili tour par tour. Une fois le combat gagné, on débloque l'intégralité du souvenir, Mama intègre l'arme que l'on vient de libérer, et on passe à l'épouvantail suivant. Si les scènes de jeu concernant la fille de la lumière sont réalisées intégralement en 3D avec un style minimaliste qui fait très bien le taf côté ambiance, les souvenirs, eux, sont racontés sous forme de petites séquences narratives doublées en vue 2D. On va le dire tout de suite, c'est pas là que Réincarnation brille le plus évidemment, mais j'attire quand même votre attention sur le fait que plus le jeu avance et plus les mises en scène de ces passages sont cool, et surtout, finalement le plus important, on a pas mal d'histoires vraiment très réussies. La route de la fille de la lumière se poursuit d'étage en étage de la cage et il lui arrive de faire de brèves rencontres. Une immense créature dans le ciel, un vieil homme assis qui semble perdu et sans but, mais surtout un étrange monstre sombre, humanoïde, qui fuit dès qu'il nous aperçoit. On le rencontre à plusieurs reprises sans réellement comprendre son comportement, du moins jusqu'au moment où l'on découvre enfin l'épouvantail qui contient son souvenir. Le monstre tel qu'il nous est présenté est une entité faisant partie d'un peuple de créatures obscures qui se nourrissent des rêves d'êtres humains qu'ils ont poursuivis. Leur appétit nous est décrit comme quasiment insatiable, il serait la conséquence de leur volonté de devenir eux-mêmes hommes et femmes, et c'est après quelques séquences clés mettant en évidence ce concept que l'on comprend, en dévorant les songes de leur proie, les monstres prennent possession de leur corps avec un mécanisme d'inversion. Et là, vous l'avez sans doute deviné, la fille que l'on joue depuis le début n'est pas du tout celle que l'on imaginait. C'était un monstre qui en avait récupéré l'enveloppe, et donc le monstre que l'on a croisé plus tôt et qui fuyait, c'était sa victime, la vraie fille de la lumière, prisonnière de cette carcasse malheureuse.
C'est sur cette première petite révélation que la restauration du souvenir de l'enfant se termine, nous conduisant ainsi à ce message de Mama.それこそが最後の一つ、言葉。これであなたは失ったすべてのものを取り戻した。選択の時が来たわ。人間になるのか、それともあなたの本当の願い、教えて。Au lieu de nous faire vivre la suite de cette histoire, Nier Réincarnation nous projette désormais 4 mois plus tôt. Si vous avez bien suivi ce que je viens de vous dire, vous comprenez qu'on joue toujours le même personnage, cette fois-ci sous sa forme monstrueuse, et ce n'est pas par Mama que nous serons accompagnés, mais par une autre petite créature qui se présente comme étant Carrière, à comprendre comme l'équivalent de transporteur en français. Le jeu garde sa structure, mais nous présente davantage ses personnages. On apprend que le monstre s'appelle Levania, tandis que la fille de la lumière se prénomme Fio. Cette dernière se révèle à Levania dans la cage dès lors qu'elle rêve, et, ironie du sort, on se rend rapidement compte que leur dualité n'est pas si sordide que nous aurions pu l'imaginer. En fait, depuis bien avant leur rencontre, Fio est tentée par ses cauchemars, conséquence d'une vie douloureuse, et c'est elle qui demande à Levania de l'en libérer en les lui dévorant. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on s'intéresse d'un peu plus près à son histoire. Fio est la fille unique d'une petite famille modeste habitant dans une ville de moyenne envergure dans un pays lointain. Son père nous est présenté comme un travailleur injustement rétrogradé, faute à un système hiérarchique cloisonné favorisant les classes supérieures. Cette nouvelle situation a eu de nombreuses répercussions, le climat familial devint de plus en plus tendu, la vie de plus en plus difficile à supporter, son père est régulièrement moqué et même maltraité par les autres citoyens d'une classe supérieure à la sienne, jusqu'à une scène décisive à laquelle Fio a eu le malheur d'assister. Il s'est confronté à des soldats qui l'ont agressé et après être tombé sous leurs coups, il ne s'en releva pas. La tourmente de Fio, déjà insupportable, ne s'est pas arrêtée là. Lorsqu'elle rentrait chez elle, elle a pu surprendre sa mère en compagnie d'un autre homme qu'on comprend être d'une situation plus aisée. Et là, facile d'imaginer la suite. Fio se relève le matin suivant en espérant trouver un petit peu de réconfort auprès de sa mère, mais celle-ci ne revint jamais. Et je vous passe les détails parce qu'il lui arrive encore quelques horreurs par la suite. Ce que vous devez savoir par contre, c'est qu'après toute cette cascade d'événements, elle décide de quitter la ville et d'errer sans but, jusqu'à finalement arriver dans des petites ruines dans lesquelles elle espère s'abriter. À bout de force, à bout de souffle, elle tombe au sol sous le poids de tous ses malheurs, seule et sans le moindre espoir. Ouais, vous le savez si vous connaissez la licence, mais Nier c'est toujours un peu les ambiances, et là, je vous le dis, on n'est pas au bout de nos peines. Ce que vous devez bien comprendre par contre, c'est que dans cette histoire,
la rencontre de Levania est pour Fio une réelle libération, et il se crée très vite un lien très fort entre les deux personnages. Levania pense lui rendre service, et plus important encore, il espère pouvoir devenir humain un jour par ce biais pour intégrer le monde de Fio et devenir son ami. Sauf que voilà, on le savait dès le départ, le prix à payer pour cette transformation c'est celui de faire de Fio un monstre à son tour, ce à quoi on assiste d'ailleurs. Fio s'enfuira juste après avoir changé de forme et Levania fou de colère se vengera sur un carrière acculé. Après sa victoire, Levania tombera nez à nez avec Mama qui débarque et qui lui explique qu'il existe alors une solution pour redonner sa forme humaine à Fio, une solution qui nécessite qu'il perde sa voix et sa mémoire, ce qui nous ramène à ce que nous avons pu suivre sur le début de l'aventure. Et nous revoilà donc 4 mois plus tard, Levania dans le corps de Fio a récupéré toutes ses capacités et on repart à la poursuite de Fio sous sa forme monstrueuse. Submergée par ses émotions, elle perd le contrôle et déploie une force considérable. S'ensuit alors un combat entre les deux personnages qui se solde par une cinématique que je vous laisse découvrir.怪物さん、人間にはなれなかったの？いいんだ。じゃあ、一緒にまた遊べるね。これで、あなたたちの願いは叶った？ようやくあの二人の記憶が修復されたのね。すべての物語を集めなければ。Alors j'imagine qu'après ça vous avez des questions et c'est normal, ne vous inquiétez pas, les réponses viendront. Juste ce que j'aimerais vous proposer avant qu'on passe à la suite, c'est de parler un tout petit peu de ce que propose Nier Reincarnation en matière de jeu et de structure. Parce que oui, c'est clairement l'histoire et les éléments de lore qui vont le plus nous intéresser ici, et ce sera d'ailleurs la récompense systématique de tout le contenu principal et annexe du titre, mais bon, on peut quand même se poser un peu la question de la pertinence de ce qu'il fait en matière de gameplay. Comme je vous le disais, côté narration, on oscille entre déplacement dans des environnements en 3D et lecture de scènes en 2D. Tout ça va se jouer uniquement par le biais de déplacements linéaires, et la composante RPG du titre qui justifie ces mécaniques de progression, c'est la présence d'un système de combat façon tour par tour qui demande en fait d'appuyer sur des boutons correspondant à des capacités à lancer au bon moment. Très sincèrement, ça ne m'a pas semblé incroyable. Comme beaucoup de ces jeux-là, en fait, hors contenu HL, on peut largement se contenter du mode auto présent dans le jeu, et finalement, ce sera plus la partie récupération et amélioration des équipements qui aura de l'intérêt. Je vais pas rentrer dans le détail plus que ça. Par contre, je voudrais quand même attirer votre attention sur la structure narrative liée au personnage par le biais des annexes.
En fait, en plus des souvenirs que l'on restaure via la campagne principale, il y a plusieurs ensembles d'autres mémoires à découvrir qui viendront compléter de manière beaucoup plus dense et précise les éléments qui entourent l'histoire des persos. Par exemple, par ce biais, on peut en apprendre plus sur Levania qui n'a pas toujours été un monstre. C'était en fait un jeune joueur passionné de MMO, Levania était son pseudo, et c'est suite à sa mort dans des circonstances tragiques qu'il a repris une sorte d'existence sous la forme qu'on lui connaît. Autre exemple par ce biais, on découvre que Fio était en fait de descendance royale et que ceux qui nous ont été présentés comme étant son père et sa mère, c'étaient des parents adoptifs qui l'ont recueillie alors qu'elle allait être assassinée. Et enfin, évidemment, c'est aussi de cette façon que l'on en apprend plus sur les autres personnages de Nier Réincarnation que je n'ai que très peu cités jusqu'ici, celles et ceux que l'on découvre par le biais des souvenirs et qui ont parfois bien plus de liens que l'on ne l'imagine avec l'ensemble de Nier et de Drakengard que l'on connaît déjà. Je pourrais par exemple vous citer le cas de Noël, femme soldat combattant les légions, tout ça dans une temporalité qui s'inscrit entre Nier Replicant et Nier Automata. Sans vous donner les tenants et les aboutissants, sachez que sa quête d'un lieu lié au destin de sa sœur l'a conduit à en apprendre beaucoup plus sur les dragons et ce qu'on appelle le royaume de la nuit. Bref, il y a de quoi faire, et si l'envie vous prend de découvrir tout cet aspect-là, je ne peux que trop vous recommander de consulter les wikis et les archives vidéo que l'on peut retrouver sur le net. Le deuxième acte de Nier Réincarnation commence par un test téléphonique. On répond à quelques questions qui visent à déterminer par lequel des deux personnages principaux de ce grand segment nous allons commencer l'histoire. Mes réponses m'ont mené à Hina, encore une fois très peu d'infos nous sont données si ce n'est ce nom, on comprend seulement qu'elle est lycéenne et qu'elle ne sait pas pourquoi elle se retrouve dans la cage, après quelques pas elle fera la rencontre d'une autre créature équivalente à Mama et à Carrière, Papa. Comme ce fut le cas pour Fio et Levania, c'est ce Papa qui va guider Hina dans la cage. On commence par découvrir un embranchement marqué d'une stèle dont on ne comprend pas le sens, et on continue avec le même genre d'itinéraire que lors du premier acte. On traverse des environnements, on découvre des souvenirs, on récupère des armes, rien de bien surprenant. Pourtant, assez rapidement, on se rend quand même compte de quelques petits détails, notamment un qui attire particulièrement l'attention de Hina. C'est d'ailleurs visible sur ce plan. On réalise que le soleil de cette partie de la cage semble cassé, altérant donc son aspect. Ce que Papa lui dit alors, c'est que pour regagner son monde, elle devra justement le réparer. Et pour ça, il lui faudra récolter des fragments qu'elle obtiendra après avoir restauré chaque souvenir qui lui appartient. Hina est une lycéenne plutôt douée et populaire à l'école. Le premier lieu que l'on découvre via ses souvenirs est d'ailleurs l'établissement dans lequel elle étudie, mais très rapidement on change de décor pour faire la connaissance d'un individu central dans tout son arc narratif, son père. Le père de Hina est un homme effacé, qu'on nous présente comme anéanti depuis la rupture de son couple avec sa femme, la mère de Hina, un événement traumatisant pour cette famille qui s'est vue fissurée en deux, d'un côté Hina et son père, et de l'autre sa mère et son frère que l'on découvre alors, un garçon prénommé Yuzuki. Comme pour hisser le moral de son père, Hina s'affiche rayonnante en toutes circonstances, mais on se rend rapidement compte que cette façade est loin d'être infaillible. Le manque de son frère, son impuissance face à la détresse de son père, ce sont des charges qui lui sont difficiles à gérer et on comprend d'ailleurs bien vite que Papa joue un peu avec tout ça pour la manipuler. Sous couvert d'un ton plutôt tendre, il réussit sans mal à prendre une place qui n'est pas la sienne, amenant des échanges de plus en plus ambigus à mesure que le duo se rapproche du dernier souvenir. Dans cette séquence, on assiste à la tourmente de Hina matérialisée sous la forme d'une balade nocturne. Elle repense à sa vie, aux moments passés qui l'ont marquée, et elle rentre finalement chez elle. L'appartement est plongé dans la pénombre, elle avance à petits pas jusqu'à découvrir le corps de son père pendant au-dessus du sol. Hina est dévastée, désorientée, son esprit regagne la cage en compagnie de Papa qui tentera bien de la réconforter mais rien n'y fait. Ceci étant dit, elle a quand même pu, grâce à cette douloureuse relecture, récupérer les fragments de soleil que réclamait Papa, et voici ce qu'il se passe alors. Hina
ひなちゃんが書き換えたい過去、僕に教えて。お父さんとEt on enchaîne maintenant avec le point de vue de Yuzuki. Lui aussi se réveille dans la cage, il retrouve quant à lui une autre forme de Mama qui le mènera également au premier embranchement que l'on a vu avec Hina, sauf que évidemment cette fois-ci on prend l'autre chemin. Et comme pour Hina en fait, Yuzuki explorera la cage afin de récupérer des fragments, mais de la lune cette fois-ci. Il réalise lui aussi qu'elle est détruite et Mama lui demande de la restaurer pour exaucer son vœu. Au passage, son parcours sera l'occasion d'assister à quelques petites scènes marquantes dans la cage. Je pense par exemple à ce petit moment de surprise, j'avoue que lui je l'ai pas du tout vu venir. On retrouve ce si célèbre lieu cher aux gens qui ont aimé Nier Replicant, la hutte de Kaine que l'on pouvait aussi retrouver dans Nier Automata. L'histoire de Yuzuki est celle d'un étudiant appliqué et consciencieux. Souvent plongé dans ses livres, il nourrit l'espoir de devenir un jour médecin. Cette vocation lui vient du fait qu'il souhaite venir en aide à sa mère qui est hospitalisée depuis son divorce. Révélation déroutante ici, on apprend que le père de Hina et Yuzuki était en fait un homme violent. On comprend alors facilement les raisons du départ de la mère, mais c'est aussi là que se pose une question, pourquoi Hina est-elle restée avec son père ? La suite des souvenirs de Yuzuki nous montre un garçon très renfermé, qui se voit aussi très impacté par une annonce faite par le médecin en charge des soins de sa mère. Le pronostic vital est engagé et il lui faut impérativement une transplantation du cœur pour avoir une chance de s'en sortir. L'image est forte, cette rage qu'elle nourrit envers son ex-mari depuis les événements qui ont conduit à leur séparation, elle est en train de la ronger et de consumer le cœur qui la maintenait en vie jusque-là. Pris de panique, Yuzuki a acheté des médicaments afin de mettre fin à ses jours pour permettre à sa mère de prendre son propre cœur. Mais au moment de passer à l'acte, il reçoit un appel de l'hôpital qui lui dit que c'est déjà trop tard, sa mère s'est éteinte quelques heures auparavant. Une fois ces pénibles souvenirs restaurés, on retrouve dans la cage un Yuzuki inconsolable et arrive enfin le moment fatidique, les 3 fragments de lune ont été rassemblés et il se rend vers la stèle finale dans l'espoir d'y formuler son vœu.
ゆずきちゃんが書き換えたい過去、私に教えて。母さん、ひなちゃんが書き換えたい過去、僕に教えて。お父さんと一緒に暮らしたい。Ok, donc là, on nous a longuement présenté les deux protagonistes de cette histoire et surtout, plus important, le fond de leurs intentions. On retrouve maintenant Hina qui a pu exprimer son souhait, retrouver une vie paisible avec son père. On la voit se réveiller tranquillement par une journée ensoleillée, accueillie par un père heureux et tout aussi rayonnant qu'elle dans ses meilleurs jours. Elle retrouve alors sa petite vie, les habitudes de son quotidien, tout semble aller pour le mieux. Et là, si vous êtes habitué de l'écriture Yoko Taro, vous le savez, il va se passer un truc. Dans ce qui semble être une journée tout ce qu'il y a de plus classique, Hina rentre chez elle et voici ce qui lui arrive. Et c'est alors que se révèle enfin la vérité sur tout ce qui conduit à cet enchaînement de situations tragiques. De quelque manière que ce soit, dans toutes les réalités possibles, Yuzuki assassine son père pour se venger du sort qu'a connu sa mère. Cet acte, conséquence de toute la rancœur qu'il a nourrie au fil des années, aura toujours lieu. Et ce n'est pas tout. Du point de vue de Hina, l'état déplorable de son père était la conséquence de l'abandon de sa mère, et on découvre alors qu'elle était elle aussi rongée par un sentiment de haine incommensurable au point d'aller elle aussi tuer sa propre mère. En bref, vous l'aurez sans doute compris, mais on va le dire clairement, d'une manière ou d'une autre, et quoi qu'il arrive, l'un des deux enfants tue le premier parent, et en conséquence, l'autre dépassé par la colère et la souffrance met un terme à la vie du deuxième. Ce que nous expliquent alors papa et maman, c'est que cette nature de conflit, cette opposition aux conséquences si tragiques, c'est quelque chose qui a des enjeux beaucoup plus grands que le sort de cette famille. Finalement, cette histoire n'est que l'un des fruits d'une bataille éternelle qui fait rage entre les forces du soleil auquel appartient Hina et celles de la lune auquel appartient Yuzuki. Et c'est à cet instant que l'on comprend que toutes les histoires, tous les souvenirs que l'on a pu recueillir jusqu'ici suivaient le même modèle avec ce rattachement possible aux deux camps. Seulement voilà, on s'en doute bien, après avoir restauré chacun et chacune ses souvenirs et surtout l'astre céleste qui leur correspond, le mal est fait et le frère et la sœur ne pensent plus qu'à une chose, se venger. Et c'est alors que le jeu nous donne le choix, ce combat que rien ne semble pouvoir empêcher, il va falloir y prendre part en choisissant l'un des deux personnages pour tenter de le mener jusqu'à la victoire. Alors, petite parenthèse, mais évidemment tout ceci est fait selon les codes de la licence Nier. D'ailleurs, de mon côté, c'est vraiment à cet instant-là en fait que j'ai commencé à être plutôt emballé par ce que raconte Nier Incarnation. Vous me direz ce qu'il en est pour vous. Et donc, dans la plus pure tradition des jeux Yoko Taro, je vais maintenant vous montrer ce qu'il se passe dans chacune des fins du deuxième arc. On va commencer par celle qui concerne Hina.
私こんなお父さんの敵Voilà, donc là, on peut dire que vous connaissez désormais la fin A, et voici donc ce qu'il se passe si l'on décide de jouer du côté de Yuzuki. Et voici donc la fin B, c'est-à-dire la façon dont se termine cette histoire du côté de Yuzuki. Et là, bah oui, vous le savez, vous le sentez, un jeu Yoko Taro ne serait pas un jeu Yoko Taro s'il ne visait pas un peu plus grand que ça. Alors oui, il existe bien une fin C que l'on peut voir après avoir vu les deux autres. Si l'on relance le jeu à partir de ce dernier souvenir débloqué, on recommence alors une troisième fois toutes les séquences de conclusion jusqu'à arriver à ce dialogue qui contient alors une nouvelle option. Et donc, voici la vraie conclusion de ce deuxième arc de Nier Réincarnation. 私はずっと暗い道を歩いてた。一人で現実に押しつぶされそうだった。世界が嫌になるまで葛藤して、最後には共感しか残らなかった。それでも日常にはかすかな光があって、その光が心の拠り所になってくれてた。だからきっともう一つの答えがあるはずなんだ。ゆずのバカ。Le frère et la sœur réunis, encore en vie, pardonnés et réconciliés,
Alors qu'on nous décrivait plutôt un conflit éternel entre le Soleil et la Lune, le duo semble amorcer la mise en évidence d'une nouvelle voie de résolution pour cette opposition, mais se pose alors plusieurs questions. Déjà, pourquoi papa et maman nous ont conduits à réaliser tout ça ? Ensuite, quelle est la finalité de cette éclipse quand même à laquelle on vient d'assister ? Et enfin, encore plus simplement, qu'est-ce que la cage et quelle est la finalité de tout ce que l'on a pu vivre au travers des 2 premiers actes de ce Nier Réincarnation ? Eh bien, tout ça, je vous rassure, on va y venir dans quelques instants, mais avant ça, une ultime grande parenthèse. Je voudrais qu'on se pose 2 secondes pour parler un peu plus globalement de cet acte 2, parce que, dans le fond, et je pense que vous le sentez, c'est vraiment lui qui amorce enfin des thématiques et une manière de faire qui colle à ce que l'on connaît déjà de l'écriture de Yoko Taro. Sujet lourd évidemment, mais surtout ce petit déplacement d'empathie là si caractéristique, induit par le fait de cacher le contexte de certains événements. C'est quelque chose qui vise à mieux nous faire sentir que la manière de raconter les choses influe beaucoup sur notre propre perception. Et à côté de ça, d'un point de vue du gameplay, c'est aussi à partir de cet acte que Nier Réincarnation commence réellement à casser ses propres codes pour nous surprendre. Vous l'avez peut-être noté, mais c'est par exemple en conclusion de cette partie qu'il nous montre que ces fameuses séquences en 2D là de souvenirs, c'était en fait des scènes réalisées en 3D, et donc on y fait pour la première fois un déplacement en profondeur. C'est un petit détail, mais ça fait quand même son effet, et ça compte finalement. Et puis il faut quand même que je vous parle de l'un de mes duos de souvenirs préférés, ceux de Mari et de Yurie. On y vit tout un arc narratif futuriste dans une ambiance très SF qui, visuellement, m'a déjà pas mal impressionné par rapport à d'autres séquences du même type, et surtout, j'ai été super surpris par le fait que l'on y joue directement un concert sous forme de jeu de rythme. C'est le genre de cassure que j'aime beaucoup et qui, il me semble en tout cas, permet vraiment de donner au jeu un ton assez particulier. En fait, j'ai vraiment l'impression que ce Nier Réincarnation, de par son format et son budget prod, était un titre gavé de contraintes, et c'est assez satisfaisant de voir que même dans ces conditions, il était possible de faire quelques petits moments qui sortent du lot. Après, je pourrais aussi vous parler de la musique évidemment qui est exceptionnelle, mais ça je pense que vous l'entendez, et autant vous le dire, ce n'est pas terminé. Bref, tout ça pour vous dire qu'on arrive maintenant sur un très gros morceau de cette vidéo, le moment de toutes les révélations et de tous les arrachages de tête. Accrochez-vous, ça va être un petit peu dense. Je les ai peu évoqués jusque-là, mais il existe un peu plus d'une dizaine de personnages clés dans Nier Réincarnation, que l'on a pu découvrir au travers de leurs souvenirs et que l'on connaît quand même pas mal. Le 3e acte démarre par la matérialisation d'une partie d'entre eux et leur rassemblement au sein de la cage. Mate. あれは何だ? Et c'est à cet instant que commencent un petit peu les embrouilles. Mama leur explique rapidement qu'elle les a rassemblés parce que la cage est attaquée et elle leur demande donc de l'aider à la défendre. Bon, je me permets un petit commentaire, à ce moment-là j'ai vrillé, parce que tu sais que là, quand ça part comme ça là, t'arrives sur la fameuse phase un petit peu folle des Johnir et Drakengard, tu le sens, ce fameux moment là où ça décolle d'un coup jusqu'à un final en apothéose, il est là. Bref, les images parlent d'elles-mêmes, ce qui attaque la cage, c'est une entité qui prend la forme de la Terre, rien de plus, rien de moins, on termine le combat, et voilà ce qui suit.
Après avoir chacun et chacune franchi leur porte, les membres du groupe vont être séparés en duo ou en trio le temps de retrouver un moyen de se rassembler. Et pour ça, ils vont devoir explorer de nouvelles sections de la cage correspondant toutes à une couleur en particulier. Côté gameplay, on retrouve la mécanique des stèles et des souvenirs mais sous un format différent. Cette fois-ci, ce ne sont plus des épouvantails que l'on retrouve, il n'y a plus d'armes à collecter. Ce que l'on fait, c'est explorer des lieux du passé avec les personnages que l'on contrôlait déjà dans la cage. Et là, faites-moi confiance, je vais pas rentrer dans le détail parce qu'à mon avis, ce n'est pas du tout là que se situe l'essence de ce que souhaite raconter Nier Réincarnation. Mais en gros, retenez que ce sont des histoires qui vont nous permettre de retrouver certains persos que Mama n'avait pas pu appeler plus tôt. On y suit plusieurs histoires qui ont pour thème le conflit, le fait de se battre pour une cause commune ou la réconciliation par exemple, mais surtout, plus important que ça, on en apprend plus sur ce qu'est directement la cage. Ce qui nous est dit, c'est que la cage est une immense base de données qui a pour but de rassembler des mémoires de l'humanité, un édifice virtuel contrôlé et protégé par des entités telles que les Mamas, et donc l'attaque qui a lieu en ce moment même, c'est une sorte de piratage en fait. Après quelques péripéties, tout le monde se retrouve plus ou moins dans la même salle et on repart pour une petite séquence qui risque de réveiller quelques petits traumas. 周囲を警戒。さあ。たたり神。敵むき出したな。何あれ。あなたにもわからないんですか。とにかく戦いましょう。食いしばれよ。 Voilà donc le deuxième boss de ce troisième acte. Alors on va faire un petit point rapide pour les gens qui ne l'ont pas. En fait, ce que vous voyez là, c'est une entité différente mais équivalente à celle qui concluait le fameux Drakengard. On le combat dans un premier temps de manière classique, toujours avec le système de pseudo tour par tour, et puis après une habile transition, on se retrouve embarqué dans une séquence façon jeu de rythme qui poursuit le parallèle. Le combat terminé, nos héros se retrouvent tous emportés dans le corps de Mama. Comme elle le faisait pour les armes, elle a ingéré leur conscience et peut désormais les assimiler pour les préserver malgré la chute de la cage, et je vais quand même vous le montrer parce que c'est bien pensé. Là, on a droit à une très rapide séquence dans laquelle on va jouer directement Mama dans cette petite pièce qui est tout simplement l'interface principale du jeu. Le menu qu'on a vu des dizaines voire des centaines de fois et qui donne accès à tout ce que le titre propose en matière de contenu. Et donc, ce que l'on nous demande de faire, c'est d'en sortir tout simplement, sortir du menu, sortir du jeu pour enfin passer au monde réel de ce Nier Réincarnation. Voilà, là normalement avec ces images et avec tout ce que je viens de vous raconter, ça devrait vous sembler plutôt évident. Oui, Nier Réincarnation est bien la suite directe de Nier Automata. On est aux commandes de Mama, qui est aux commandes d'un pod, perdu au milieu d'une station qui semble avoir subi une attaque, et c'est avec tout ça en tête que l'on en vient à une nouvelle rencontre décisive dans cette histoire. Ok, donc maintenant, fin des embrouilles, on passe pour de bon aux choses sérieuses. La station dans laquelle nous sommes, et donc par extension la cage qu'elle abritait, sont basées sur la Lune. Mama, qui contrôle le pod, va ramasser et transporter cette femme androïde, ma foi bien mystérieuse. Son corps reste inanimé, mais Mama réussira malgré tout à établir le contact avec sa conscience, nous permettant d'entamer une discussion pour en apprendre un peu plus. L'androïde est un membre de l'unité Yora, elle est appelée 10H,
Elle nous explique qu'elle a pu surveiller la cage de l'extérieur, justifiant ainsi qu'elle connaisse donc l'intégralité des membres du groupe contenu dans le dispositif du pod. Petit moment exaltant, Teenage nous explique qu'il est possible de contre-attaquer et donc d'atteindre l'ennemi qui menace la cage directement dans sa base principale, c'est-à-dire sur Terre. C'est donc le voyage qui nous attend à partir de maintenant, et donc ça y est, on y est enfin. C'est le moment qui amorce toutes les grandes révélations de ce Nier Réincarnation. Accrochez-vous bien, ça va être costaud. Pour pouvoir revenir sur Terre, il va d'abord falloir franchir un obstacle. Nos héros doivent dans un premier temps pirater le serveur pour infiltrer le réseau qui connecte la Terre à la Lune. Une fois le piratage amorcé, on se retrouve donc aux commandes de Teenage, accompagné du pod. Ils vont devoir franchir un à un des portails virtuels qui bloquent le passage, et pour ça, Teenage choisit de faire appel à Hina et Yuzuki. Ce choix n'est évidemment pas le fruit du hasard, et on y revient dans quelques instants. Les portails prennent la forme de souvenirs comme ceux que l'on a pu explorer jusque-là, et on découvre alors un lieu plutôt étonnant. Une sorte de musée en fait, dans lequel sont disposés tout un tas de tableaux connectés d'une façon ou d'une autre à la grande histoire des jeux Nier et Drakengard. Ce que Hina et Yuzuki revivent au travers de ce musée, c'est l'arrivée dans Tokyo du dragon de Kaim, héros de Drakengard, point d'origine de l'histoire du premier Nier, menant à la dispersion et à la propagation de ce qu'on appelle l'albinovirus. En très résumé, c'est une sorte de malédiction transformant les humains soit en sel, soit en légion, c'est-à-dire des monstres contrôlés par d'autres monstres bien plus féroces et bien plus puissants caractérisés par leurs yeux rouges. On leur explique ensuite que ces monstres de plus en plus nombreux visent progressivement à mettre fin à toute l'espèce humaine telle qu'on la connaît. Un drame d'une nature sans précédent qui va conduire l'humanité à plusieurs tentatives pour échapper à son sort. Par exemple, ils vont dans un premier temps former une armée de ce qui est mentionné ici comme étant les Crusaders, des guerriers et guerrières surpuissants mais qui ne suffiront pas à éradiquer le virus ni les monstres. Dans un second temps sera entrepris le fameux projet Gestalt au cœur des enjeux de Nier Replicant. En gros, une technologie capable de dissocier le corps de l'âme humaine pour en préserver l'essence en attendant la disparition de l'albinovirus. Et enfin, dans un troisième temps, ce qui est directement lié à tout ce à quoi nous avons assisté là jusqu'à présent, il a été entrepris de collecter un maximum de données génétiques, de les rassembler dans un serveur basé sur la Lune qui en contiendrait toute la nature ainsi que l'intégralité des cultures et de l'histoire de l'humanité, la cage. Alors, juste petite pause là, parce que je veux être sûr que vous compreniez bien les enjeux de ce qui vient de vous être raconté. Le fait que la cage ait été attaquée, comme on l'a vu plus tôt, c'est la suite directe de ce conflit, d'accord ? Si vous avez fait Nier Automata, vous le savez, tout ce délire autour du virus, des yeux rouges, de l'entité qui les contrôle, c'est pour mettre fin à l'humanité au sens large, et donc après les événements de Automata, on comprend naturellement que la cage en était le dernier bastion. Après cette séquence, on retrouve Teenage et le piratage continue. Je vais pas trop développer là-dessus, mais via la familiarité que l'on perçoit dans leurs discussions, on comprend qu'il existe un lien assez étroit entre Teenage et Mama. En 2-3 mots, je peux au moins vous dire que Teenage a participé à tout ce qui touche à la protection de la cage. Après avoir échappé à son destin et donc à sa destruction, elle a rejoint Mama dans une lutte assez féroce afin de préserver ce qu'il restait de l'humanité, si bien qu'elle aurait même un rôle majeur dans l'écriture des souvenirs secrets les plus enfouis au sein de la cage. Le prochain verrou transporte d'ailleurs Teenage dans un souvenir assez particulier. On y découvre le quartier général auquel elle était rattachée, l'occasion de rappeler des événements évoqués dans Nier Automata, notamment l'histoire de l'invasion alien, l'extinction des êtres humains et l'essor des formes de vie mécaniques. On nous montre une Teenage pourchassée par d'autres androïdes du même type qu'elle, pourvus des mêmes yeux rouges qu'on évoquait plus tôt, et donc vraisemblablement sous le contrôle d'une force extérieure. Et malheureusement, à cet instant, Mama perd le contact avec le serveur et le piratage s'interrompt brusquement. Je vous passe les détails, mais du coup, Mama et toute sa clique se retrouvent à devoir utiliser un autre pont pour se connecter au réseau, et ils passent donc par un autre pod pour regagner le serveur, et une fois le piratage relancé, on comprend ce qui vient de se passer. Le logiciel de Teenage a été corrompu, elle est désormais hors de contrôle, et ce sont donc Hina et Yuzuki qui vont devoir prendre le relais dans la procédure pour tenter de la sauver. Après un combat difficile contre ce qui n'était que l'ombre d'elle-même, le duo parvient malgré tout à préserver Teenage, et c'est tous ensemble qu'ils vont enfin pouvoir atteindre l'ultime verrou qui les mènera jusqu'à la Terre.
La mise en scène à laquelle on assiste devrait vous rappeler quelque chose. À l'instar de la fin de l'acte 2, on nous montre Hina et Yuzuki rassemblés sous deux astres stellaires évoquant immédiatement le soleil et la lune auxquels chacun d'eux est rattaché, et c'est à cet instant qu'on nous explique. Leur union qui a engendré l'éclipse, c'est le phénomène qui a ouvert une voie entre Terre et Lune, permettant alors aux forces ennemies d'accéder à la cage pour l'attaquer. Et donc, en toute logique, il leur est désormais possible via ce souvenir de reproduire le même phénomène afin de rouvrir ce passage une nouvelle fois pour leur permettre à eux de rejoindre la Terre. C'est ce qu'ils font et l'ennemi s'en rend compte, envoyant donc ces créatures pour les empêcher de passer, suite à quoi Teenage s'interposera en se sacrifiant pour les sauver et leur permettre d'achever leur quête au prix de sa propre vie, et c'est ainsi que peut s'amorcer le dernier chapitre de cette si longue épopée. Hina, Yuzuki et Mama, qui contient toute l'équipe, franchissent le portail et rejoignent enfin la surface de la Terre. Teneichi-san, 前に進みましょう。ここが天一がみんなと見たかった地球なんだから。あ、雪が真っ白だね。何か見える。地球なんだ。そうでしょう。Contre toute attente, la Terre ressemble à ce que nous avons vu de la cage. Ou plutôt, la cage ressemble à ce qu'est devenu la Terre en fait, et son architecture a été établie selon une esthétique connue des gens qui l'ont conçue. Cet édifice, ce sera la cible de Fio, Levania et toute la troupe. Le cœur de la conscience ennemie, solidement gardé par tout un système de défense qu'il va falloir déjouer. Mama parvient tant bien que mal à éviter les attaques, mais il va malgré tout falloir le désactiver, et commence alors tout un parcours autour du bâtiment qui nous mènera à la découverte des derniers souvenirs que l'on aura à explorer dans ce Nier Réincarnation. Voilà mesdames et messieurs, voilà quelle était à mon sens la plus grosse surprise de ce Nier Réincarnation. Non satisfait de nous proposer une histoire déjà excellente, de nous expliquer les événements qui suivent Automata, il revient aussi sur l'identité, les intentions et finalement toute l'histoire de ce fameux duo de personnages que l'on pourra désormais appeler Him et Her. Et là, je vais me permettre une petite parenthèse quand même pour juste donner la chance à un maximum d'entre vous de pouvoir comprendre les implications et surtout l'impact de toutes les révélations qui vont suivre. Him et Her, on les a déjà vus en fait. C'était les enfants qui faisaient face à Kaine dans la nouvelle fin E du remaster de Nier Replicant. Elle les a rencontrés quand elle est allée dans l'arbre mnémonique qui se révélait être lui aussi une base de données. C'était notamment par ce biais qu'elle a pu, via un piratage du serveur et un sacré bon coup de baguette magique, ramener Nier à la vie. Tout ça dans le panache de l'éclosion d'une fleur géante sur laquelle je ne vais pas revenir parce que cette vidéo doit terminer un jour. Bref, ce duo si mystérieux, autour duquel tant de théories ont été formulées, on le retrouve ici prêt à nous livrer tous ses secrets. Him et Her sont les gardiens de ce que l'on appelle donc le serveur quantique. Leur rôle est celui d'être observateurs et observatrices, témoins de l'entièreté du cycle de l'histoire de l'humanité. La précision est importante. En toute logique, ils ont pu assister aux plus grands événements qui ont bouleversé le monde, notamment l'arrivée de l'albinovirus dont je vous ai parlé plus tôt, et de leur échange on décèle alors une légère différence entre lui et elle. Si Him croit en l'humanité et en sa capacité à trouver la force de rejaillir en dépit de toute la violence de sa chute, Her de son côté a conscience du pouvoir qui est le sien
et elle éprouve donc une certaine frustration à l'idée de rester inactive face à de telles situations. Bon, ok, on va faire une toute dernière petite parenthèse. Cette fille que vous voyez là, la fille en rouge, c'est grosso modo l'antagoniste principal de Nier Automata, une sorte de conscience générale des formes de vie mécaniques. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais encore une fois, c'était une entité assez mystérieuse dans l'univers de Nier, et Réincarnation s'apprête à nous en livrer tous les secrets. Après les événements de Nier Automata, la fille en rouge s'est retrouvée elle aussi dans le serveur quantique. Par ce biais, elle a pu accéder aux mémoires, lui remontrant ainsi l'époque à laquelle les machines ont ravagé la Terre et combattu ce qu'il restait de l'humanité, et notamment des androïdes. Et finalement, petite surprise, on découvre alors un être rongé par les regrets, profondément touché par le caractère tragique de cette guerre sans fin. Dans sa tourmente, elle décide alors de rassembler en elle tout ce qu'il reste de la conscience des machines qu'elle trouve sur le champ de bataille, collectant en elle et donc en un seul corps toutes leurs souffrances. Et c'est alors qu'elle fit une nouvelle rencontre, ses pas l'ont menée jusqu'à Her. Ces deux êtres que tout oppose, tous deux pétris de solitude, vont alors faire le choix de s'unir. Her sera l'hôte de la fille en rouge et c'est alors que l'histoire de la Terre entra dans une nouvelle ère. Her façonne la planète à l'image de la Terre de celle qui fut la génitrice des formes de vie mécaniques, une esthétique qui nous est désormais si familière et qui a servi de base à la construction de la cage telle que nous la connaissons. Alors pour vous aider à bien situer les choses, nous avons vu la fin et nous voici maintenant de retour à l'origine. Faisant face à l'extinction de l'humanité, le serveur quantique, l'arbre a été construit et de ses racines est né Him. Comme évoqué plus tôt, la mission qui lui est confiée est celle d'être un observateur des événements. Avec toutes ces données mnémoniques, il fut le témoin des horreurs que l'humain a connues et sans pouvoir interférer, il réalisa qu'il pouvait d'une certaine façon les absorber, ce qui l'a conduit à vivre en un corps, en un point, la somme de toutes les souffrances engendrées par les événements qu'on a déjà cités. Explorant les époques au fil de milliers d'années, il se retrouva finalement dans la Terre sous son ultime aspect, tombant alors nez à nez avec une autre version de lui-même, et là, attention, méga twist. En fait, à cet instant, il comprend une chose, la fin de l'histoire, avec un grand H, marque le début de cette même histoire. Ce que je veux dire par là, c'est que toute la continuité des événements telle qu'elle nous a toujours été contée au travers des jeux Drakengard et Nier, allant donc de l'origine de Drakengard 3 à Drakengard 1, suivi de Nier Replicant, suivi de Nier Automata, suivi de la fin de l'humanité telle qu'elle vient de nous être racontée dans Nier Réincarnation, tout ça, c'est une énorme boucle qui se répète sans fin et à laquelle Him est rattaché de par sa mission d'observateur. Il est l'être omniscient et conscient de ce cycle de destruction sans fin. Et c'est à cet instant que l'on comprend qu'un twist peut en cacher un autre. Ce qui nous est montré ici, c'est que par la force de son souhait de voir cette boucle s'ouvrir vers un destin nouveau pour l'humanité, il est tombé sur une nouvelle voie. Ou plutôt, une quantité innombrable de nouvelles voies, de nouvelles boucles revenant toutes au même point, des dérivations en fait, menant chacune à de nouvelles histoires, des histoires que l'on comprend être celles qu'on nous a en partie racontées dans la cage, soit via le chemin principal que je viens de vous raconter, soit par tout ce que proposent ces annexes et ces secrets les plus enfouis, et donc si on devait prendre un petit peu de recul, plus généralement, des histoires qui nous ont aussi été montrées dans les différentes fins des différents jeux Yoko Taro. Et c'est alors que Him fit un choix qui sera décisif pour tout ce que représente cet univers qui nous est décrit depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Il décide de changer son propre destin. Il décide de créer une autre version de lui-même capable de briser ce cycle. Il décide de créer Her. Bon, j'espère que vous arrivez à suivre parce que ça fait sans doute beaucoup d'infos à digérer d'un coup. Si vous êtes perdu, je vous invite vraiment à revoir directement ce que je viens de vous dire depuis l'arrivée du groupe sur Terre. Normalement, ça devrait vous aider à recoller les morceaux. Et donc, si vous êtes bien prêts, on va maintenant pouvoir passer à ce qui conclut enfin cette immense aventure.
Après un si long parcours qui a commencé dans les données mémorielles qui s'est poursuivi à l'intérieur de la cage, puis sur la Lune, puis sur la Terre, et désormais dans le temple qui abrite l'entité qui les avait attaqués, nos héros arrivent enfin à leur objectif, les voici devant elles, plongés dans un sommeil infini, prêts à révéler son ultime secret. Him et Her naviguent désormais au fil de la grande histoire de l'humanité, une histoire qui se répète sans début et sans fin, une histoire qu'ils espèrent voir chamboulée d'une manière ou d'une autre par la conséquence d'une suite d'infiniment fines probabilités. Ils attendent ensemble durant une éternité, dans l'espoir d'assister un jour à un sursaut, un miracle qui viendrait déjouer le funeste destin de l'humanité. Et ce miracle arrive. 彼女たちは待ち続けた。永遠とも思える長い長い時間を、人類復活の兆し、奇跡の瞬間を。Elle est là et nous l'avions déjà vécu par ailleurs. Si le premier Nier Replicant nous racontait l'histoire d'une Kaine vouée à vivre la perte de tous les gens qui lui sont chers, comme je vous l'évoquais plus tôt, son remaster sous-titré 1.22 ouvrait la voie à une nouvelle possibilité via sa fin E. Parmi les milliers de boucles dans lesquelles Kaine se retrouvait finalement seule, il en était une dans laquelle ce vide fut si fort qu'il lui donna la puissance d'arracher ses amis des griffes de leur destin. Et c'est là que se révèle alors la dernière pièce de ce gigantesque puzzle. Cette singularité, cette anomalie qu'ont cherché Him et Her dans le champ infini des possibles était en train d'arriver, engendrant la destruction du serveur quantique, la disparition de Him et Her. Kaine ouvrait alors une nouvelle voie pouvant mener à une résurgence. Mais attention, notre histoire n'est pas encore complètement terminée. Si Him a bel et bien disparu, il a fait malgré tout une erreur de calcul. Her, elle, est encore en vie. Elle est dispersée dans le néant, alors vouée à une solitude éternelle. Et donc là, encore une fois, je vous préviens, il va falloir être accroché. Ce que l'on comprend désormais, c'est que ce futur que l'on vit dans Nier Réincarnation, c'est celui qui fait suite à cette ouverture de la boucle, d'accord ? Même si nous sommes très loin dans le temps, bien après les événements de Automata, et même si la grande histoire semble avoir suivi à peu près le même chemin, théoriquement, il devrait y avoir quelque chose qui empêche le temps de boucler et donc de repartir à l'origine. Et c'est là qu'on peut se poser deux questions. D'une part, qu'est-ce qui a changé ? Et surtout, qu'est-ce qui va changer ? Et d'autre part, après tout ce qui vient de nous être révélé, pourquoi est-ce que Her s'en est pris à la cage ? Parce qu'il est là quand même le fond de toute cette histoire. Pourquoi cette entité qui jusque-là œuvrait pour l'essor de l'humanité en est venue à la réduire à néant jusque dans le serveur qui en contenait les dernières données ? Fio, Levania et Mama retrouvent Her, ou du moins une copie capable de s'adresser à eux, et voici ce qu'elle leur dit. お疲れ様。とうとうここまで来たんだね。お願いよ。地球や刑事を元に戻してちょうだい。そんなことを言いにここまで来たの？すでに分かってるはずだ。私たちはどうせ分かり合えないってこと。待って、みんなを傷つけたりしないで。そんな綺麗事。フィオ、下がって。ねえ、もしかしてあなたはまた友達を作るのが怖いの？知った風なことを言うな。永遠の絶望が繰り返される死がどういう意味かも知らないくせに。Et voilà, bon bah vous l'aviez sans doute vu venir, mais oui, il restait bien un ultime souvenir, le dernier, cette fois-ci pour de bon, celui qui retrace la rencontre entre Her et la fille en rouge.
Comme ça nous avait été décrit plus tôt, Her erre seul et sans but, dans une indescriptible solitude, et le contexte étant maintenant posé, on comprend mieux les nouveaux enjeux de cette rencontre entre les deux personnages qui nous avaient déjà été montrés plus tôt. Petite variation tout de même, on voit que leur union ne se fait pas sans impact. Her intégrera non seulement les souffrances mais aussi les sentiments de la fille en rouge, vouant alors une haine profonde envers les humains qu'elle tient pour responsables de ses souffrances. Et donc, après avoir construit tout l'édifice destiné à l'abriter, elle lance son attaque via les oiseaux noirs qui sont en quelque sorte des virus destinés à corrompre et à infiltrer les données de la cage pour la détruire de l'intérieur. Et donc attention, encore un petit twist parce qu'on n'en a jamais assez, c'est de son action que naîtra le fameux conflit opposant le soleil à la lune dans les histoires de la cage. Tout ça dans le but de générer une situation telle que celle de Hina et Yuzuki, se concluant comme on l'a vu sur la formation d'une éclipse qui lui permettrait d'ouvrir un accès afin d'y envoyer toutes ses forces. Mais ce que Her n'avait pas prévu, c'est que l'histoire de Fio et Levania serait le point de départ d'un long exode les menant jusqu'à sous ses yeux pour tenter d'apaiser sa colère, accompagné des représentations de nombreux autres humains et humaines de toutes époques et de tout horizon. Il et elle vont tour à tour la combattre et tenter de la convaincre afin de mettre un terme à son attaque.怪物さんやみんなが教えてくれたの。寂しいからって諦めちゃダメなんだって。だからね、今度は私があなたに教えてあげたいの。じゃあ彼女の前で見せてよ。君のその諦めない気持ちとやらをさ。Fio prisonnière, Levania prend sa défense et utilise pour ça les données que nous avons pu collecter au fil de nos nombreuses heures de jeu. Le combat final se lance contre Her qui n'attend que de pouvoir mesurer la puissance de sa volonté, et c'est là qu'on peut faire un parallèle intéressant. Si Kaine était la singularité qui a permis l'ouverture du cycle pour conduire à un destin nouveau, Levania est celle qui, par son choix et par ses actions, a permis la réalisation de tout ce qui a conduit à ce combat, à cet instant, et donc par extension à ce dénouement final.フィオ、負けないでください。この声よ、届いて。エダス君は必要ない。しかし大丈夫だよ。ここに力にある。いつまでやる。大丈夫か。あなたの運命はまだ終わらない。また一緒に遊ぶんだろう。なぜ彼女の力が有効化されない？俺たちには守らなければならないものがあるからだ。そうだ、他の分岐に逃げればもう一度こいつらを。ママ、お願いがあるの。
Et bien voilà, mesdames et messieurs, c'est ainsi que se termine enfin ce Nier Réincarnation. Sacré voyage, n'est-ce pas ? Bon, normalement j'ai donné suffisamment de détails pour que vous compreniez que finalement, depuis le début, la réponse était quand même dans le titre. Après très exactement 62 472 cycles d'histoire, tout, absolument tout ce qu'on a pu voir dans ce jeu, et même dans ces jeux finalement, avait pour finalité la résurgence, la réincarnation de l'humain en la personne de Fio, et possiblement celle des formes de vie mécaniques en la personne de Her. Bref, on y est enfin, et j'aurais juste 2 choses à vous dire pour conclure. La première, ça va surprendre personne, mais bon sang, quel plaisir de retrouver cette écriture, ce style si marqué de Yoko Taro qui encore une fois nous livre une histoire d'une qualité qui me semble assez incontestable, j'ai hâte d'ailleurs de voir ce que vous allez pouvoir en dire, et qui enrichit de manière colossale un lore d'une profondeur mais abyssale. Bon, c'est ma perception, mais j'ai quand même l'impression qu'en termes d'ampleur, dans tout ce qui touche au médium jeu vidéo, on est quand même dans quelque chose d'assez inédit avec tout ce canon d'œuvres de Nier et Drakengard. Et la deuxième, je me suis bien gardé de le dire jusque-là parce que je voulais pas nous gâcher le plaisir, mais je crois qu'il est quand même temps d'en toucher 2 mots. Mais bon sang, le gameplay de ce jeu, mais quel enfer, franchement. Le néant qu'a vécu Her, c'est à peu près ce que j'ai vécu devant mon écran. Et même si on peut trouver un certain intérêt au système de combat dans les difficultés élevées, j'imagine qu'il y a des trucs assez chouettes, faut quand même se dire que sur 99% du temps de jeu, on joue pas en fait. On déroule un fil narratif qui nous demande juste de cliquer un petit peu par-ci par-là, avec de temps en temps quelques super idées, certes, qui viennent rehausser un petit peu le truc, mais dans l'ensemble, c'est un visual novel très moyen finalement, avec une composante exploration qui n'a pour but que d'être contemplative. Bref, tout ça m'amène à la conclusion suivante. Oui, Nier Réincarnation nous conte une histoire d'une qualité exceptionnelle, et je suis vraiment heureux d'avoir pu vous en proposer un tel récit pour vous la rendre accessible. Mais par contre, au regard de tout ce qu'on vient de voir, je peux pas m'empêcher d'avoir le sentiment d'un énorme gâchis en fait. Avoir une telle carte à jouer, un tel scénario dans les tuyaux, et en plus, franchement disons-le, qui répond globalement à toutes les questions laissées en suspens dans les autres Nier quoi. Vraiment, c'est la conclusion littéralement, et donc livrer tout ça dans un jeu mobile, de type gacha, à l'intérêt de gameplay très inégal comme je viens de vous le dire, non localisé en français, en plus de ça éphémère, et donc aujourd'hui plus disponible, mais c'est quoi le projet en fait ? Vraiment, ça me met en colère parce que j'ai l'impression que soit cette histoire restera à chercher sur le net par les personnes qui voudraient s'y intéresser, et donc quelque part on compte au passage sur les gens qui auront bien l'envie de la raconter, soit elle sera réutilisée dans un ou plusieurs autres projets signés Yoko Taro comme ce fut le cas pour les événements de Répliquant qui ont été re-racontés dans Automata, mais du coup ça voudrait dire qu'ils se sont quand même grillés une sacrée cartouche qui aurait pu être découverte et au service d'un jeu beaucoup plus ambitieux. Ceci étant dit, et même avec cet énorme regret en tête, j'aimerais terminer en vous rappelant une chose très importante. La grande fresque historique des jeux Nier et Drakengard, avant toute chose et depuis le début, ce sont uniquement des éléments de contexte. Le cœur des jeux Yoko Taro n'a jamais vraiment été l'explicitation du lore. Chaque Nier, chaque Drakengard a ses thèmes, sa philosophie, ses personnages, on peut tous les apprécier indépendamment, et toutes les connexions qui sont faites, la méta-histoire, ce qui est développé dans les nouvelles, dans les pièces de théâtre, ce n'était que des petits bonbons récompensant les gens qui voulaient s'y investir pleinement pour en déceler tous les secrets. Je suis d'ailleurs sûr que parmi vous, il y a pas mal de gens qui ont juste fait un ou quelques-uns de ces jeux et qui n'avaient pas du tout mesuré l'ampleur du truc avant de voir cette vidéo, et c'est bien normal. Bref, tout ça pour vous dire que, oui, ce Nier Réincarnation est bien un authentique 3e jeu Nier, mais contrairement à tous les autres, c'est un titre dont la raison d'être est l'explication de l'univers. Sa finalité, c'est la définition de la fresque. Plus qu'une aventure, c'est un compendium, une encyclopédie. Comme la cage qu'il met en scène, c'est une base de données qui sert et qui servira à raccrocher l'ensemble de l'œuvre Yoko Taro dans un contexte aujourd'hui très explicite. Et donc cette archive, essentielle et présentement disparue, eh bien c'est nous qui en avons un peu malgré nous la responsabilité. Cette production que vous venez de voir, ce sont 2 mois de vie que j'ai dédiés à vous en livrer un maximum et du mieux dont j'étais capable. J'espère vraiment que ça vous a permis de vivre un petit peu le truc avec les musiques, l'enrobage, le soin sur l'image, la narration, etc. Et aussi, maintenant que vous aussi vous savez, j'espère que vous serez ravis de pouvoir utiliser cette vidéo pour pouvoir faire découvrir tout ce 3e jeu Nier aux personnes qui autour de vous aiment cet univers et ne voudraient pas passer à côté de ça. Merci de m'avoir écouté. Et c'est ainsi que se termine ce nouveau Vue Subjective. Merci à vous de l'avoir regardé en entier. Vous n'imaginez pas la difficulté que ça a été de vous produire cette vidéo parce que déjà l'écriture et le montage, basiquement, mais surtout vous retranscrire ce jeu de manière agréable, c'était un vrai défi. Et jusque-là, je pense que ma vidéo la plus complexe à produire, ça a été FF Tactics. Elle a été largement dépassée
Et du coup, j'espère que le résultat vous a plu, vous a intéressé et vous a fait passer un bon moment et vous a fait vivre ce jeu comme je le disais parce que c'était vraiment mon intention vu qu'aujourd'hui il n'existe plus. J'ai 2-3 petites choses à vous dire avant de vous laisser. Déjà, première chose, un très grand merci à Gugusi qui est la personne qui m'a accompagné dans l'écriture. J'ai tout écrit mais c'est la personne qui a relu, qui a corrigé, qui m'a permis justement d'aller plus loin dans le lore, qui m'a permis également d'affûter certains concepts. Et donc là, en gros, le résultat de cette vidéo, franchement, je lui dois beaucoup parce que clairement ça a permis d'aller droit à l'essentiel et en même temps de vous donner les petits à côté qui font la différence. Donc j'espère que vous l'avez senti et donc merci Gugusi pour tout ça. Et d'ailleurs voilà, j'en profite, peut-être que parmi vous il y a des gens qui ont envie d'aller plus loin dans le lore, justement dans cette idée d'archives et qui ont envie de creuser maintenant que vous avez tous ces éléments là. Sachez que la commu francophone et anglophone déploie une énergie considérable pour justement voilà, faire un petit peu le relais de tout ça. Et donc je vous mettrai des liens en description pour vous donner quelques pistes. Si vous avez adoré Nier, les deux jeux, et si vous voulez justement un peu creuser le personnage de Noël, ça en vaut vraiment la peine pour faire le lien justement entre ce qu'il se passe entre Nier Replicant et Nier Automata. C'est vraiment cette période-là, avec les légions et tout ça, et c'est vraiment intéressant. L'autre truc, si jamais vous êtes fan de Drakengard, je sais que parmi vous il y a des gens qui connaissent Drakengard, peut-être que vous l'avez vu par les let's play qu'on a fait sur la chaîne, ça vaut le coup de se renseigner du côté du personnage de F66X, je crois, et du coup de son homologue. Je vous laisse creuser ça, vous avez une belle surprise à découvrir et vous serez assez notamment, étonné de voir un peu le lien qu'on peut trouver entre le futur et le passé, encore une fois. On garde cette idée de cycle. Autre point très important, pour les personnes qui sont abonnées sur le Patreon, merci infiniment, vraiment je pèse mes mots, mais si cette vidéo existe, c'est parce que j'ai eu le temps de la faire. Et si j'ai eu le temps de la faire, c'est parce que vous êtes là. Et vraiment pour ça, je vous adresse un très profond merci. Parce que quelque part, je pense que cette vidéo en valait la peine. Et je pense qu'elle était importante. Et d'avoir pu, à ce point-là, m'y dédier, on va dire, c'était juste génial, quoi. Donc vraiment, merci pour tout ça. Et puis derrière, voilà, pour les personnes qui voudraient éventuellement soutenir mon travail, je rappelle, il y a ce lien en description. Mais le plus important, c'est que voilà, vous puissiez aussi vous retrouver avec cette vidéo et éventuellement la partager aux gens qui pourraient en être intéressés. Là-dessus, je vais pouvoir vous laisser pour de bon. Merci à vous encore pour tout. J'espère tellement que cette vidéo vous a plu et je vous dis à très vite pour de prochains vues subjectifs sur la chaîne. Bye, à la prochaine.